Donc on est très heureux de vous présenter ce projet, ou plutôt cette démarche, davantage que le projet, d'une tour de plus de 130 logements répartis sur 16 niveaux. Alors, voici plus concrètement une photographie du bâtiment dont Florian vient de vous parler. Il faut dire qu'en étant installé en entrée de ville, à 2 pas de la gare et avec près de 49 mètres de hauteur, il est impossible d'ignorer sa présence à Thionville. Ainsi, tout comme vous peut-être à la minute où nous vous avons présenté cette photographie, chaque personne confrontée à la présence de ce bâtiment s'est fait une brève opinion sur lui. Aberration à démolir pour certains, patrimoine remarquable pour d'autres, l'architecture de l'immeuble de l'Européen divise. Pour autant, comment pourrait-on porter un jugement sans en connaître son histoire ? Donc, nous avons souhaité construire notre présentation comme le récit de l'identité de ce bâtiment et de notre démarche qui s'est tissée au fil du temps et aussi des acteurs que nous avons pu rencontrer. Donc pour ça, nous allons tenter de vous retranscrire le processus de labellisation en empruntant la voix de chaque acteur et en montrant son implication dans l'écosystème du projet. Ça nous permettra de vous raconter notre expérience du label ACR. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Benjamin Walter. Donc, je suis aussi ravi aujourd'hui de représenter ce projet finalement parce qu'on a déjà eu l'occasion de présenter c'est une étude plus approfondie dans le cadre d'une journée d'études qui avait été organisée par la Cité de l'Architecture, c'était début 2020 et c'était soutenu par Docomomo. Alors pourquoi Docomomo? En fait, donc moi je suis un peu à l'initiative dès 2013 parce que j'étais copropriétaire dans cet immeuble. Donc j'y suis arrivé parce que étant travailleur frontalier à Luxembourg, sa position à proximité de la gare permettait vraiment en fait d'avoir une vie de frontalier, on va dire, efficace pour les premières années, quoi. Donc j'y suis allé aussi parce que, ayant fait l'école d'architecture et puis habitant de la région de Thionville, en sortant de l'école, j'avais fatalement un autre regard sur la critique architecturale. Et donc mon objectif était d'y rentrer pour une première fois. Et finalement, j'y suis resté quand même 4 ans. Et je suis un peu tombé, pas amoureux, je pense pas que ce soit le mot, mais en tout cas, j'ai été tout de suite très sensibilisé au côté social de cet immeuble. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout l'image... en tout cas, les habitants sont un peu stigmatisés d'habiter dans cet immeuble qui a vraiment un jugement de valeur auprès des citoyens de la ville ou des habitants, souvent considéré comme une verrue. Donc c'est de ce constat-là que je me suis un peu positionné en disant mais c'est pas possible qu'on puisse ne pas expliquer la présence de cet immeuble. Et de fil en aiguille, donc, on s'est rapproché très rapidement de l'association Docomomo qui nous a aidé à accéder avec Madame Caroline Bauer, dont on a déjà parlé ce matin, qui avec l'association nous a permis d'accéder aux archives de l'architecte. Et en fait, c'est à partir de ces archives qu'on a pu constituer toute la thématique qui nous a permis de créer la fiche signalétique Docomomo, qui a été donc ensuite, je fais un peu de pub pour la revue dans laquelle avait été édité l'article, donc co-rédigé avec Madame Bauer. Ça, c'était en 2020. Donc l'envie de faire classer cet immeuble avec le label, c'était aussi donc toute une stratégie pour imaginer de faire un projet, parce que 130 copropriétaires à mettre d'accord dans un projet de rénovation, ça reste quasiment impossible. Le fait de parler d'un label qui bloquait un petit peu les possibilités de modification de l'immeuble a finalement contenté le conseil syndical. Et ça, c'était dès 2014-2015. Et le temps que tout se mette en place et de faire les documents et surtout de vivre au rythme des assemblées générales de copropriété. Donc c'est 1 fois par an, 2 fois par an maximum que des décisions sont prises. Donc le temps de faire tout ça, donc le bâtiment a été labellisé en juin 2024. Donc 10 ans de patience pour permettre en fait l'obtention de ce label. Donc ça a été mon rôle à moi, donc je me suis un peu fatigué dans tout ça, hein. Ça fait 10 ans, c'est pas rien. Et depuis, donc j'ai le plaisir d'être accompagné avec des collaborateurs du bureau qui ont pris un peu aussi le chemin d'être passionnés par cet immeuble, les explications qui sont aujourd'hui existantes, la reconnaissance, et puis donc pour nous le Graal absolu c'était quand même d'avoir la possibilité d'avoir ce label ACR, qui a du coup aussi permis aux autorités politiques locales de se greffer d'autant plus au projet pour aider aussi en termes de subventions. Et voilà, donc on est arrivé à un objectif qu'on ne pensait pas arriver. On ne pensait pas que ça prendrait autant de temps quand même, quoi. Voilà. Mais en tout cas, on y est parvenu.
Et donc là, c'était ma grande partie du travail, c'était de sensibiliser pendant toutes ces années. Donc on est très ravis à cette heure-ci d'y être parvenu. Mais bon, c'est que le début maintenant d'une nouvelle histoire. Donc juste pour remettre ça dans le contexte, on est en train de poser le permis modificatif demain, on sort les DCE hier, enfin, on est vraiment en direct, hein, donc c'est vraiment la chance pour nous de pouvoir témoigner. C'est aussi un plaisir de pouvoir parler ça avec des confrères, parce que parler de tout ça avec le grand public, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Quand je disais il y a 10 ans qu'on pourrait peut-être avoir un label, j'étais un peu seul au monde à le penser, donc j'étais très content l'année dernière de pouvoir avoir atteint cet objectif, et ça a fédéré énormément de pouvoir pour obtenir un maximum de subventions et d'aides pour le développement de ce bâtiment. Donc je ne veux pas prendre toute la parole. Donc il y a une vidéo encore qui existe sur Internet avec sur la Cité de l'Architecture pour la journée qui avait été faite en 2020, où il y a une vidéo où je suis moi-même en train d'expliquer ça beaucoup plus en détail, mais je vais laisser la parole à mes collaborateurs qui vont résumer en fait tout le processus de fédérer justement pendant toutes ces années-là jusqu'à aujourd'hui. Je vous remercie. Donc rapidement pour retracer le contexte, donc l'architecte du bâtiment qui est construit en 1962, c'est Lanfranco Virgili, un architecte urbaniste spécialisé dans la construction notamment de HLM en Italie, qui a collaboré notamment à Venise avec Le Corbusier. Et vous allez voir que la commande et ses collaborations se reconnaissent facilement dans le bâtiment. Donc le bâtiment il est construit dans un contexte sidérurgique local florissant, mais qui continue à se développer, notamment en élargissant ses relations avec l'Allemagne et donc avec la canalisation de la Moselle jusque dans la Ruhr, et qui voit apparaître en même temps un chantier commun partagé, donc cette fameuse tour. On voit déjà apparaître les refends et certaines caractéristiques des façades rideaux. Si ce bâtiment il est construit au moment de l'âge d'or de la sidérurgie dans le sillon lorrain, en fait il en devient le symbole aussi de par ses façades, de par sa brillance, de par ses choix de matériaux. C'est vraiment le symbole d'une alliance nouvelle qui est créée, donc l'Europe, d'où le nom l'européen. Durant ce temps d'archives, l'agence tombe sur des documents qui éclairent notamment la technique du bâtiment, et on voit donc ces fameuses façades rideaux dont tout le poids est reporté dans les refends. Et surtout ce qui frappe, c'est la finesse des façades. Alors c'est ce qui en fait leur beauté, mais aussi leur inconfort thermique avec à peine 4 cm d'épaisseur de parois en façade. On vous laisse imaginer les déperditions thermiques et surtout l'inconfort thermique que cela génère. Donc finalement, en 2017, si on reprend ce récit du projet, en 2017, le bureau, via Benjamin, mais ce coup-ci l'agence est missionnée pour faire une étude de faisabilité, que l'agence découpe plutôt en 3 volets, avec une approche énergétique qui se rapproche donc d'ingénieur thermique. Donc il y a la réalisation d'un audit énergétique qui est obligatoire dans les copropriétés avec plus de 50 lots. Il y a immédiatement l'imagination d'un volet patrimonial, disons, avec l'envie d'aller vers un classement, une reconnaissance patrimoniale, surtout pour sensibiliser les habitants à leur habitat finalement, qu'ils ne connaissent pas du tout. Et enfin, le plus gros du travail, si ce n'est le plus important, le projet, donc, où on se pose directement des questions primordiales comme quelle posture vis-à-vis de l'existant, vis-à-vis de Lanfranco Virgili, mais aussi vis-à-vis des habitants aujourd'hui. Quel scénario de travaux en site habité, parce qu'il n'est pas question de mettre 130 personnes dehors du jour au lendemain. Les études de dépose des façades et de repose, les questions de problèmes de conformité au feu, aux évacuations qui sont dramatiques parce qu'on parle de... Enfin, vous imaginez bien s'il y a un incendie avec 130 logements, avec un bâtiment construit dans les années 60, le drame que ça peut être. Et finalement, il y a aussi, dès les premières esquisses, des sondages auprès des entreprises pour valider des faisabilités techniques. Et finalement, tout ça, quand on dit le label ACR, la pierre angulaire de la rénovation, c'est vraiment un outil que que le bureau est allé chercher pour essayer de trouver un consensus. Donc je crois que la notion de consensus, elle viendra dans la présentation qui suit. Mais
comment mettre à la fois 130 personnes d'accord, comment respecter un bâtiment aux qualités architecturales certaines, tout en faisant un projet de rénovation énergétique. Donc quelle posture? Nous, on s'est immédiatement positionné pour une reproduction, ou en tout cas une rénovation à l'identique dans la mesure du possible, bien sûr. Et le label, en fait, c'est devenu presque un alibi, en tout cas, c'est devenu un outil qui cadre les différentes interventions et qui, en quelque sorte, met tout le monde d'accord. Donc, comme Florian vient de le dire, on s'est vraiment servi du label comme un levier, un véritable levier de projet. Donc, on a commencé à entamer le processus de labellisation, qui a pris un peu de temps. Beaucoup de questions se posaient. Qui devait introduire le CERFA? Aussi, est-ce que tous les copropriétaires devaient être d'accord avec la labellisation? Et donc ça a été un long processus. Pendant ce long processus, il y a quelques doutes qui ont commencé aussi à émerger du côté des copropriétaires. Est-ce que la labellisation allait les bloquer dans leurs travaux? Donc c'était vraiment pas mal aussi d'inquiétude du côté des copropriétaires qui ne savaient pas si ça allait être un levier ou plutôt un frein dans leur projet. Et un jour, quelqu'un s'est posé la question de est-ce qu'on ne ferait pas mieux de le démolir? À quoi un copropriétaire a répondu que non, il y avait des objectifs aussi de rénovation, etc. Donc la démarche de sensibilisation auprès des copropriétaires commence à fonctionner, bien que peut-être on ne trouvera jamais de consensus. Dans l'actualité de l'époque que vous connaissez tous, il s'est pointé le Covid. Et donc à la veille du Covid, mais littéralement à la veille du Covid, il y a eu une réunion qui a été organisée entre la commune qui a manifesté son intérêt pour la rénovation de la tour, qui est au cœur d'un projet de rénovation de la rive droite de Thionville. Donc c'est un projet un peu plus global, mais comme c'est privé, normalement la commune ne peut pas intervenir. Et finalement, cette réunion, elle a permis d'inclure le bâtiment dans le rayon d'action cœur de ville, qui n'a pas débloqué immédiatement de subventions ou d'effets immédiats, mais on va le voir qu'il y a eu une grande importance pour la suite avec d'autres dispositifs. Donc après, on passe là 2022, donc à la fin du Covid, on a fini notre étude de faisabilité et on se confronte, ou en tout cas on échange avec les copropriétaires à l'occasion de l'Assemblée Générale annuelle. Et on expose avec la commune, dont le maire fait une introduction pour manifester l'intérêt de la commune, mais aussi l'urgence de la situation, avec un AMO qui présente des possibles subventions, avec les entreprises qui présentent les faisabilités techniques du projet. Donc en fait, c'est une équipe qui était informelle, mais finalement, on vient armé pour convaincre les copropriétaires de la faisabilité d'un projet. Et tout de suite, de parler de montants, subventions, c'est des questions qu'eux se posent évidemment, car c'est leur habitat. Donc à l'issue de cette assemblée générale, la copropriété vote la poursuite des études jusqu'à l'établissement d'un DCE, donc dossier de consultation des entreprises, finalement juste avant le chantier. Et donc c'est ce qu'on rend, comme Benjamin a dit hier, donc c'est en toute fin de finalisation. Et donc on a 3 années pour finalement faire des sondages pour confirmer tous les documents techniques qui avaient été retrouvés aux archives, pour constituer des équipes avec tout un tas de professionnels liés à la rénovation. Donc je vais juste les énumérer pour montrer le panel de collaboration. Donc il y a l'ingénieur technique, l'architecte des bâtiments de France, car on est dans un rayon classé, le gestionnaire de copropriété, la présidente du conseil syndical, l'assistant maître d'ouvrage, évidemment les entreprises qui nous accompagnent, les pompiers qui se posent énormément de questions et qui, comme on est soumis à un permis de construire, donnent des restrictions de remise en sécurité de l'immeuble, les élus, l'intercommunalité qui est aussi présente et les bureaux de contrôle. Donc c'est tout un tas d'intervenants qui ne font pas accélérer la machine mais qui rendent le projet d'autant plus sérieux. Pendant ce temps, on va au bout de la démarche de labellisation, on l'introduit à l'ordre du jour d'une assemblée générale. 52 personnes sont présentes à cette assemblée, 51 votent pour, 1 vote contre. Donc la démarche de labellisation est considérée comme admise. Pour autant, elle pose la question, est-ce qu'elle doit être votée par l'ensemble des copropriétaires? À quel moment il y a un consensus? Voilà. En tout cas, nous, ça a été validé à 51 voix contre 1.
Donc face à l'accélération de toutes ces études, il nous a paru important de faire des visites des appartements parce que parfois les copropriétaires pouvaient être un peu extérieurs à tout ce qui se passait et aux études en cours. Donc on a mené plusieurs journées de visites d'appartements, on en a visité au total une 60aine, donc on a pu répondre aux questions que pouvaient se poser les copropriétaires à la fois sur le label et sur le projet. J'ajouterais juste que ces visites, elles sont primordiales. On a vu l'appropriation des allèges par les habitants. Là, c'est un canapé, mais parfois c'est des cuisines, parfois c'est des salles de bain. Et en fait, si on ne rentre pas dans ces logements, même si c'est une partie commune, on ne se rend pas compte de l'appropriation et la vie des habitants. Et par le passé, il y a eu des projets sur cet immeuble qui se sont un peu écartés de l'architecture d'origine et qui ont causé des problèmes d'appropriation, car, par exemple, la baie était toute hauteur et il n'y avait plus d'allège en fait. Et donc les gens quand ils voient ça, ils disent moi je vais mettre où ma cuisine, je vais mettre où mon canapé. Et d'où nous l'idée de servir du label comme d'une rénovation à la quasi identique, ce qui pose question, permet en tout cas de résoudre tous ces problèmes d'appropriation. En tout cas, c'est pas forcément des problèmes d'ailleurs. En 2024, on a les bonnes nouvelles. Donc, dans la même semaine, le label ACER est décerné et le permis de construire tombe. Et en même temps, la commune trouve des opportunités de subventions extérieures. Donc, grâce, vous vous souvenez, à l'action Cœur de Ville, au périmètre, la commune a aussi intégré le bâtiment au dispositif OPA-RU. Et donc qui permet d'aller chercher des subventions désormais à l'échelle de la région, donc finalement de l'État, grâce ou à cause de critères de sinistralité de la tour. En tout cas, il y a tout un sujet qui découle de ça. Le fait est qu'aujourd'hui, les calendriers ont changé, on est sorti de MaPrimeRénov'CoPro, on a d'autres subventions et d'autres critères énergétiques à respecter également. Donc finalement, tout ce qu'on vient de vous raconter là, c'était présent sur le poster qui, je crois, est tombé, mais qui résumait toute la démarche de projet et comment on s'est emparé du label ACR. Finalement, on peut se dire que même s'il apparaît à un moment T du projet, qui peut paraître minime à l'échelle de tout ce que représente le projet et le nombre d'années qu'il faut pour le faire, le label nous sert de levier à plusieurs moments clés de ce projet. Alors, on vient de raconter toute la partie qui nous a occupés avec tout l'enchantement de la première partie de l'année dernière qui donc se voyait récompensé de tous ces efforts. La deuxième partie de l'année était moins rigolote parce que a été plusieurs fois évoqué un point important qui a toujours été mal pris en charge par la copropriété elle-même, c'est la sécurité incendie. On vient d'en parler plusieurs fois. C'est pour ça que moi j'ai un peu laissé passer maintenant tout le côté tout est beau, tout est rose, c'est sûr, mais en fait la sécurité incendie c'est un sujet qu'on dénonce depuis autant de temps que je leur parle du label. Et à ce jour, ils n'ont jamais souhaité nous passer la maîtrise d'œuvre pour ce lot qui concerne en fait la sécurité incendie. Donc dans le cadre des autorisations et des avis, il a bien fallu passer par un permis de construire. On était d'ailleurs favorable pour obtenir un avis du SDIS, comme vous connaissez bien tout ça, parce qu'on est face à un bâtiment finalement qui a été construit avant la réglementation, donc la notion de C+D dans cet immeuble n'existe pas. Donc au-delà de l'urgence de sauvegarder l'architecture, en tant que copropriétaire, j'ai aussi toujours parlé de simplement l'avis des gens qui sont dans cet immeuble, quoi. Donc la manière d'utiliser le label a permis aussi à un moment clé du bâtiment, parce qu'ils connaissaient sans vouloir vraiment en parler tous ces problèmes de sécurité. Donc le label a fait pour eux en fait tilt en se disant on n'a plus besoin de parler de moi je veux la fenêtre comme ça, moi je la veux comme ça. Tout le monde était d'accord d'un coup et ça permettait d'accélérer vraiment la partie de remise en conformité au-delà même de l'obtention d'un label. Il y a vraiment deux mondes qui se confrontent, l'architecte avec toute son envie de faire du bien, mais de l'autre côté il y a toute la partie la gestion d'une copropriété privée. J'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'on est face à des syndics de copropriété qui sont loin d'être des maîtres d'ouvrage forcément professionnels, donc je ne veux certainement pas généraliser, mais c'est un peu la crise actuelle, c'est-à-dire que depuis qu'on a dû sortir l'avis du SDIS, on aurait préféré ne pas avoir d'avis du SDIS, mais on n'a certainement pas accepté de se plonger dans ce projet sans viser une mise en conformité de l'immeuble. C'est pour ça qu'on a aussi demandé les bureaux de contrôle pour étayer ce qu'on a voulu mettre au jour. Et en fait, actuellement, il y a un peu une crise qui est en train de se passer, puisqu'il faut aborder ce thème. Et voilà, ça ne fait pas forcément plaisir aux gestionnaires et à toutes ces
Voilà, donc c'est un peu une période un petit peu critique actuellement, mais ça n'enlève rien à tout le travail qui a été fait au préalable et puis à la possibilité de, tu veux me le prendre, d'aborder au-delà de l'architecture. Évidemment qu'on est architecte, mais vraiment, je pense que cette copropriété n'est pas la seule à vivre dans des situations qui peuvent être du jour au lendemain dramatiques en cas d'incendie. Donc c'était aussi ça l'idée derrière, c'est vraiment une approche aussi sociale de la ville, des citoyens. Donc on est un peu dans ce genre de copropriété, un peu dans le droit de ne rien faire, toutes les entités telles qu'elles soient, puisqu'en fait ils sont hors réglementation puisque construits avant. Voilà, donc je vais arrêter là, je vais la repasser. Je voudrais aussi juste remercier la présence de Marilyn Dinardo, qui est la directrice de l'Action Cœur de Ville de Thionville, donc qui nous accompagne aujourd'hui pour montrer le soutien de la ville, qui représente aussi la com d'agglomération. Donc voilà, nous on est très satisfaits d'avoir toutes ces aides, et encore merci à l'association de Comomo, et je repasse la parole. Nous, on a récupéré cette petite maxime, cette petite expression d'une habitante qui nous a dit quand on a fait les visites. On fait la visite, et elle voit qu'il y a plein de sujets chauds sur le feu, et elle nous dit haut les cœurs. Alors tout de suite, bon, nous, on n'a pas tout de suite compris ce que ça voulait forcément dire. Et finalement, au quotidien, on mesure le courage qu'il faut, la ténacité pour tenir le projet, et pour se présenter en assemblée générale ou encore même aujourd'hui devant vous. Voilà. Merci pour votre attention.